Salut à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro 118. 218. Voilà. Ça c'est fait. 118, 712 aussi pour Ah ouais, c'est vrai. Ok. Il y en avait plein. 118 008, 118. Ouais, bref. il y en a eu plein. Numéro, hein. Pile à l'heure. Exactement. Voilà. Franchement. On est bien là. Hein. Bah oui, c'est nickel. Pour une Donc il dit émission. ouais, il est en retard, tout ça, mais non, je suis jamais en retard. Bon. Bon, faut le dire quand même, t'es arrivé à 1 minute. Non. Parfait. C'est pas vrai, c'est un montre. 2 minutes. Non. C'est un montre. 2 minutes 30. Je me suis garé dans le parking à côté, il était 54. Le temps d'arriver, et voilà, mon son est un peu lointain. Ah, quelqu'un a remarqué qu'on essayait de me censurer. C'est vrai? Mais oui. Donc voilà, c'est tout. Bon, on va le monter un peu après. Non, je pense que ça ira. Regardez. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout va bien, vous m'entendez. Il faut juste pas que je m'avance trop. Eh oui. Voilà. Donc je ne m'avancerai pas. Regardez, même, je vais faire mieux, je me mets au fond. Alors, du coup, là, normalement, vous m'entendez bien. Non, voilà. Les pieds sur la table et tout, nickel. C'est On est bien, on est bien. Voilà. Bon, épisode chargé, s'il en est. Ouais, peu de news, mais des gros sujets avec des 2 grosses confs du coup qu'on n'a pas encore couvert. Il se passe des trucs. Ouais, il y a Vivatech en ce moment. Il y a Vivatech. Ouais. T'as été voir Vivatech un petit peu? Non. Non, moi j'ai survolé vite fait les annonces, etc. C'est... ouais. Pas terrible. Non, c'est intéressant, mais c'est pas des trucs qui vont nous concerner dans l'immédiat, c'est plus de la prospective, c'est... Oui. bon, voilà. Il y a quand même Mark Zuckerberg et le patron de Twitter aussi. Tout le monde est là. Jack Dorsey là aussi. Exactement. Eh ben dis donc, c'est la fête. Donc Twitter et Facebook. Ça déconne plus. Mais bon, bref, voilà. C'était juste parler de Vivatech vite fait parce que c'est l'actu technophile en France en ce moment. Le salon du moment. Très voilà. Bien. Bon. Sinon, il s'est passé des trucs. Ouais, on va commencer du coup par... on va faire un peu de GAFAM ce soir. On va commencer d'abord par Microsoft. On va revenir sur la conférence Build qui s'est tenue il y a quelques jours. Alors Microsoft Build, c'est la conférence plutôt orientée développeur que tient Microsoft chez eux directement, chaque année. Comme dirait Nico Hopi, voilà, la WWDC, c'est une conférence en ligne de code. Eh bien, la Build, c'était aussi une conférence en ligne de code. Ah non, la keynote, oui, mais, oui, mais toute la conférence. En fait, là, on va couvrir un petit peu toute la conférence, puisque la build se tient sur plusieurs jours, et le premier jour, c'est ce qu'on retient essentiellement d'abord, c'est la keynote, puisqu'elle annonce effectivement les intentions stratégiques de Microsoft sur son marché pour l'année à venir, son positionnement de manière générale. Mais il y a plein d'autres confs derrière qui suivent, et qui sont du coup beaucoup plus orientées dev, et c'est plutôt celles-là qui vont m'intéresser, parce qu'au final, la keynote, elle était pas hyper intéressante, il y avait une vision stratégique, mais voilà. Rien vraiment de très nouveau sur le chapeau. Microsoft mise toujours sur le marché des services sur Azure et de l'IA. Ça reste le fer de lance global. Ils n'ont parlé que de ça. Ils ont parlé que de ça. Alors on va couvrir un petit peu tout ce qui s'est dit en dehors de ça. Alors d'abord, donc effectivement, ils ont annoncé autour de l'IA, effectivement, la mise à disposition de leur projet qui s'appelait Brainwave, qui est un projet qui permettait de disposer de calculateurs dédiés sur leur serveur, donc Azure, sur leur service hébergé, pour faire tout ce qui va être du traitement de machine learning, donc d'apprentissage automatique. Donc ce sont des serveurs et des processeurs qui vont permettre de faire des calculs beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est ce principe-là. Donc c'est des serveurs des processeurs qui vont être dédiés sur ces serveurs-là pour l'apprentissage et l'exécution de ces modèles d'apprentissage, ce qu'on appelle l'inférence derrière. Voilà, donc ça va être beaucoup plus performant. On avait déjà parlé, donc c'est des projets qui sont lancés depuis un certain temps, mais là du coup maintenant c'est disponible pour tout le monde, donc disponibilité généralisée au niveau des data centers Azure qui en disposent. Alors, vous allez être en capacité d'exécuter des modèles de machine learning beaucoup plus rapidement. Alors l'intérêt de ces processeurs-là, c'est qu'ils sont dédiés à l'exécution des réseaux neuronaux, et du coup ils sont un peu plus spécialisés que les GPU, qui ont eux quand même une vocation à être assez généraliste malgré tout. Ils font beaucoup de calculs parallélisés, mais restent assez généralistes. Ouais. C'est vrai que jusqu'à présent on utilisait des GPU pour tous ces traitements lourds. Exactement. Google a son pendant avec les Tensor Processor Unit, hein, c'est à peu près l'équivalent. Là, c'est la version Microsoft, moins brandée que ça, mais voilà. Donc ils arrivent tous avec ça sur leur data center. Voilà. Après, ils ont annoncé également le HoloLens 2, mais version développeur édition. Ils avaient déjà annoncé HoloLens 2, on avait parlé au Mobile World Congress en début d'année. Là, ils ont annoncé une version développeur édition. Alors, qu'est-ce qui change essentiellement? Il y a un tarif, 3500 $, et surtout le package qui vient avec, c'est que c'est une version pour le développeur, donc ça inclut en même temps dedans des crédits pour Azure, donc leur serveur, les services cloud qu'ils ont chez eux, et des licences de démo autour de Unity Pro, donc le framework de développement de 3D, avec des facilités pour mettre à disposition des objets dans l'environnement 3D exécutés sur HoloLens. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre là-dessus? Oui, le support du Unreal Engine 4, pardon.
L'intérêt de ça, c'est que ce moteur de rendu, là, Unreal Engine, il a surtout la capacité d'aller chercher du rendu photoréaliste. Donc on va être capable d'aller chercher beaucoup plus de détails et de précision dans le rendu des modèles au sein du casque HoloLens. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis en plus ça offre une alternative à Unity, et du coup on n'a pas qu'un seul moteur d'exécution sur ce casque-là. Ce qui est pas plus mal. Et Ouais, surtout que c'est un moteur qui est extrêmement utilisé dans l'industrie du graphisme de manière générale et du jeu vidéo. Donc c'est plutôt bien que... Si on peut faire le parallèle, le Unity c'est plutôt l'entrée de gamme et ce qui va être généralisé, notamment au niveau des étudiants, des écoles, etc. Ouais. Et après Unreal Engine c'est quand vraiment tu montes d'un cran. Voilà. Tu montes vraiment d'un cran. Voilà. Bon, ça c'était les petites annonces. Et après, moi sur le reste de la con, j'ai retenu d'autres choses intéressantes. Le premier sujet qui m'a fait un petit peu, qui m'a surpris, mais que je trouve complètement judicieux de leur part, c'est qu'ils vont intégrer dans la prochaine version de Windows 10 un noyau Linux complet. Comment ça? Ils vont remplacer Windows par Linux? Non, pas du tout. En fait, ils vont, ça va autour du projet. Vous savez, vous avez inclus le Bash et Ubuntu au sein de Windows, donc le sous-système Linux dans Windows. Mais c'est l'évolution d'après. Alors ce sous-système Linux, donc c'est le WSL, Windows Subsystem for Linux, un truc comme ça. La première version, en fait, ils avaient émulé quelque part le fonctionnement du noyau Linux en redirigeant les appels de ce noyau vers les appels natifs du noyau Windows. Noyau NT. Et donc c'est un peu de l'émulation logicielle, c'est vraiment ce qu'on retrouve côté Linux avec Wine, vous savez, cette plateforme d'émulation pour exécuter des applications Windows au sein de Linux. Ils avaient fait l'inverse en fait pour exécuter des applications Linux au sein de Windows. Et là ils vont franchir l'étape d'après, c'est-à-dire plutôt que partir sur ce même schéma-là, ils vont carrément intégrer un noyau complet et qu'ils vont exécuter dans un environnement virtuel, quelque part, un environnement virtuel très léger. Qui va être dispo maintenant dans Windows 10, au même titre que les sandbox qu'ils avaient indiqué également, pour pouvoir exécuter des environnements Windows 10 au sein de Windows 10, mais virtualisés comme ça. Ça va être sur ce principe-là. On aura un vrai noyau complet. Alors qu'est-ce que ça va changer d'avoir un vrai noyau complet? Déjà la compatibilité. Donc on va pouvoir chercher des applications qui jusqu'à présent ne fonctionnaient pas dans le Bash et Ubuntu pour Windows 10. Et on va également avoir des performances nettement améliorées. Des performances entre 3 et 10 fois améliorées, et notamment sur les accès disques. Et ça va ouvrir la porte à l'exécution de vraies applications Linux dans un environnement Windows. Et ça devient incroyable parce que tu vas pouvoir exécuter, sans vraiment avoir de l'émulation, au sein de ton même environnement, des applications Windows et Linux côte à côte. Comme tu le fais avec Wine sur Linux, mais là, au sein de Windows, avec de la perf qui va bien. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça arrivera plus tard, donc dans la prochaine version, donc la version 19H2, qui sera la version normalement de cet automne. Ouais. Mais il y aura du coup les versions Insider qui vont commencer à pouvoir le tester dès cet été. Ouais. C'est surtout une amélioration pour les gens qui sont autour du dev. Hein. C'est cette partie-là et ça rejoint la news, la partie suivante. Dont je de notre côté, la build est dans une conférence de dev. Et ouais. C'est logique que ça parle aux devs. Et ouais, carrément. Du coup, la version suivante. Alors attends, j'avais des incrustes en plus qui vont avec tout ça. Mince. Tu les oublies. Même le HoloLens, tu l'as pas montré. Voilà, mais le HoloLens, on l'avait déjà présenté si tu veux. C'est le même casque, ça change pas. Non, c'est la dev édition. C'est la dev édition, tout à fait. Bon, sujet suivant, on va parler de ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un âne. C'est un cochon, un hippopotame. En bas à droite, non, c'est une vache, oui. Une vache. C'est la ligne de commande Linux qui exécute la vache qui te dit... Il y a écrit 4 au-dessus. Il y a écrit 4. Non, mais 4, c'est la... Non, je sais. Espèce de troll. Donc ça, c'est un terminal Linux exécuté dans un nouveau terminal Windows qui s'appelle le Windows Terminal. Voilà, donc c'est une refonte complète de leur système de... Non, ils ont fait une vidéo incroyable. De ligne de commande, oui. Franchement, quand t'as commencé à voir la vidéo, tu t'es pas dit, mais qu'est-ce qui... Oui, l'introduction, les onglets, les machins, tout ça, des exactement. plaques en verre, machin et tout. Exactement, oui, parce qu'en fait, ce qui va changer en premier lieu, c'est la mise à disposition d'onglets au sein du terminal. Donc vous les voyez ici, voilà, donc tu peux ouvrir un nouvel onglet, un petit peu comme ce qu'on a dans Edge. Et dans chaque onglet, tu vas pouvoir exécuter en fait une ligne de commande particulière. Donc tu vas CMD, l'équivalent de la commande DOS historique, du PowerShell, du Ubuntu, donc sous-système pour Linux, WSL, voilà, ou SUSE, Debian, etc. Donc les onglets sont en évolution, c'est pas vraiment ça la révolution, mais c'est surtout le fait qu'en fait ils auront développé toute la couche de l'interface de la ligne de commande. Donc l'interface graphique, mais aussi toute la partie plateforme derrière d'exécution. Alors ce qui change, c'est que on avait parlé dans la version qui arrive, là, qui sort en mai, bientôt, elle va intégrer en fait les bases techniques au niveau du système pour pouvoir exécuter comme ça des lignes de commande, des interfaces lignes de commande de nouvelle génération. Mais l'application frontale dessus qui vient s'y connecter, celle-ci n'est pas encore disponible. En fait, ils l'ont créée et ils l'ont mise à disposition en open source sur GitHub,
Donc vous pouvez la récupérer, la compiler vous-même, faire des modifications, etc. À condition que vous disposiez déjà de la version May Update, hein, qui est dispo, pas pour tout le monde encore, dans les canaux de mise à jour. Voilà. Alors c'est hyper intéressant parce que donc il y a une refonte de l'ergonomie, ça on l'a vu, il y a surtout une remise au goût du jour, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment délaissé cette partie-là, ils avaient délaissé, ils expliquent vraiment pourquoi, c'était pas complètement voulu, c'est qu'ils étaient contraints par la compatibilité de l'ensemble du système et les autres applications autour de cette ligne de commande-là. Donc c'est pour ça qu'en fait ils n'ont pas fait évoluer les lignes de commande actuelles, ils ont développé un nouveau composant, une nouvelle application à part entière. Oui, c'est pas con. Voilà. Donc c'est une application universelle, UWP, autour de techno C++, hein, pour rester au niveau de la perf, et voilà. Donc ça regroupe PowerShell, CMD, sous-système Linux, etc. Il y a des onglets. Il y a le rendu qui est fait par le GPU, donc on a un rendu beaucoup plus performant. Ça supporte les caractères Unicode, donc ça c'est plutôt génial. Et ça devient intéressant pour... Je l'ai mis, ouais, c'est ça. Donc voilà, tu as la ligne de commande historique PowerShell qui s'exécute dedans, et caractère Unicode, tu vas pouvoir du coup exécuter avec des affichages d'emojis et tout ça dedans. Alors ça c'est vraiment pour le développeur, donc là tu vois une exécution de test automatisée quand tu développes des trucs, ça permet de vérifier que tu as un petit check ou un truc en rouge. Ça c'est des trucs que tu te retrouves beaucoup en fait. Enfin, ils ont mis une flamme. Hein. Ah, c'est le drame complet. Voilà, donc ça c'est des choses que tu trouves beaucoup quand tu fais du développement, et c'est ce qui fait en fait, c'est entre autres ce qui fait le bonheur des utilisateurs de Mac qui ont un terminal qui est, même plusieurs terminaux disponibles qui sont hyper bien foutus en fait dans le système dès la base, et Linux évidemment parce que c'est la base de tout, mais là c'est vraiment un manque qu'il y avait au niveau de Windows. Alors, il y avait beaucoup d'alternatives à ça, mais qui étaient quand même assez lourdes et qui n'étaient pas hyper stables pour plusieurs raisons, parce que déjà l'infrastructure de la ligne de commande dessous elle n'avait pas changé jusqu'à présent, donc il y avait des conemu par exemple pour faire des trucs avec des onglets, des tabs, etc. Il y avait le terminal Hyper aussi, Hyper Terminal, qui était pas mal, mais qui tournait toujours derrière, en cachant en fait la fenêtre des lignes de commande historiques. Mais là, en fait, ils ont refait toute la pile complète à leur sauce, et niveau performance, ça devrait dépoter, c'est pas mal. Voilà. Windows Terminal. Windows Terminal. Pour l'occasion, en plus, ils ont créé leur propre police de caractère. Ils ont créé une police de caractère, tu sais, à taille fixe, dédiée pour ça, avec leur bande machin. Enfin, ils ont mis les moyens, c'est pour ça qu'ils ont mis en avant leur vidéo. Regardez, c'est super joli, le design et tout ça. Ils se sont fait plaisir, je pense, derrière. C'est dispo en open source sur GitHub avec d'autres outils autour du terminal. Allez-y, jetez un coup d'œil, c'est assez intéressant. C'est assez costaud au niveau du code. Hein. Je suis allé voir quand même, ça rigole pas. Donc, vous allez pouvoir mettre les mains dedans, pouvoir le compiler vous-même si vous avez un Visual Studio complet, voilà, qui est téléchargeable gratuitement également. Si vous voulez l'essayer, voilà derrière. Ouais, Visual Studio dans le cloud. Un Visual Studio, non là il faut un vrai Visual Studio complet, la version Community Edition, le fameux DevEnv complet, donc avec les SDK pour Windows C++, machin tout ça, enfin faut un truc, faut bien avoir 4-5 Go de libre pour installer tout ça pour pouvoir compiler. Celui-là je vais le garder pour la fin. On va parler de Edge, Edgemium, la version de Edge qui est basée sur Chromium puisqu'il y a quelques nouveautés annoncées. Notamment, ils ont teasé la sortie de cette version de Edge, le nouveau navigateur sur macOS, évidemment. Alors là, c'est assez facile quelque part, parce que vu qu'il se base sur le moteur de Chromium, il y avait déjà tout ce qu'il fallait à peu près pour le faire fonctionner. Ouais, j'aime bien dans le doc, ils ont mis toutes les applis Office. Hein. Bien sûr, mais tu verras les démos sur Android, c'est pareil. Donc voilà, donc c'est un Chromium qui s'exécute sur macOS, mais avec tous les services Microsoft autour du moteur de rendu de Chromium. Voilà. Donc rien de nouveau, mais du coup ils vont attaquer aussi macOS, c'était prévu depuis le départ. Et iOS évidemment. Et iOS est déjà dispo. Ouais. iOS c'est déjà le cas. Ils ont rajouté également un nouveau truc qui est la mise à disposition de IE, IE dans Edge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être capable d'ouvrir un nouvel onglet Edge, donc la version Edgemium, et de naviguer sur un site, et là tu vois en haut à gauche la petite icône E qui apparaît, l'icône bleue de IE. Alors ça c'est assez impressionnant dans le sens où ils vont intégrer en fait un onglet qui exécute à l'intérieur le moteur de IE historique, hein, IE 11. Même sur macOS? Non, ils vont pas pouvoir le faire. Et il y a une époque, sur Mac, il y avait un Internet Explorer, hein, c'était le 5, en fait, je crois. il était avec Office. Il y avait un 5, ouais. Il était livré avec Office. Bref, c'était... En plus, ça marchait tellement pas bien. Non. L'intérêt de faire ça, alors pourquoi ils le font? Parce que c'est d'abord pour les versions d'entreprise qui ont besoin de supporter des vieilles versions d'intranet qui tournent encore avec des vieilles versions d'IE. Donc pour les professionnels, pour les entreprises qui n'ont pas migré tout leur site, c'est pas si évident que ça.
C'est pas si évident que ça. Il y a des contextes de migration qui sont un peu compliqués. Ça peut coûter beaucoup d'argent. Ouais, ou bien alors tu as sûr. des refontes qui sont Ouais. qui sont en train de se faire. Donc c'est logique que Microsoft maintienne ça, sachant qu'en plus IE ne va pas complètement mourir. Mais l'intérêt de faire ça, c'est que en fait, ils vont garder IE, mais ils vont le garder sous le tapis. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de mettre avec ça en avant Edge Mais tu auras le moteur de rendu de IE. et dire que la valeur par défaut en fait pour un navigateur c'est Edge et utiliser IE comme backup, comme fallback. Si jamais, voilà. Si jamais ça supporte pas. Mais du coup, IE sera toujours là sous le tapis. Mais par défaut, l'utilisateur, il ira sur un site qui est ouvert dans Edge. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'actuellement, dans Windows 10, tu as les deux navigateurs. Donc effectivement, l'icône par défaut qui t'apparaît en bas quand tu démarres ton Windows 10, c'est un Edge. Mais tu peux démarrer IE et puis piner IE et du coup, tu mets IE à la place de Edge. Là, non, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que IE va être vraiment masqué. Ouais, tout à fait. Et tu pourras l'ouvrir au sein de Edge si vraiment tu en as besoin. Ça va être géré par une configuration d'entreprise, donc qui va être diffusée par les administrateurs au sein de l'entreprise, etc., en fonction du site web que vous ouvrez, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça veut dire quand même que IE va encore continuer à persister, en tout cas son moteur quelque part derrière. Il va toujours être supporté. Quoi de nouveau également? Il y a tout un aspect autour de la gestion de la vie privée. Donc ils ont facilité, alors ils ont à la fois simplifié et enrichi la gestion de la vie privée au sein de ce navigateur, de Edgemium, si on peut l'appeler comme ça, avec un mode strict notamment qu'ils ont rajouté, qui va en gros bloquer tous les cookies de tracking, tous les systèmes de tracking dans les différents sites, avec le risque que ça casse certains fonctionnements de sites. Voilà, ils ont dit ça. On est ici très proche de ce que propose Mozilla au sein de Firefox dans la dernière version. Ils sont aussi capables d'aller chercher ce type de mode pour vraiment aller vraiment maîtriser votre vie privée au plus précis. Un dernier truc, ah oui, ils ont rajouté également, ça m'a fait marrer, une fonction qui était présente dans Edge, alors le Edge actuel, hein, pas le Edgemium qui est en train de développer, c'est un petit peu une prise de notes sur le web. Ouais, les collections. Voilà, les fameuses collections. Donc tu vas être capable de prendre en fait plutôt que bookmarker en fait bêtement une page web, ou plutôt que copier-coller une page web, tu vas pouvoir prendre des éléments et à partir de pages web, collecter des sources, les agréger, prendre des notes en parallèle, tu vois, donc tu prends une image, tu prends du texte, tu mets des notes avec derrière, et ça va garder le lien vers cette page web, et du coup tu te crées un petit peu tes références, ta prise de notes. Ce qu'ils expliquent aussi, c'est que c'est intelligent. C'est-à-dire que les collections ont la possibilité de se transformer. Là, on l'a vu en document Word, par exemple, et c'est vraiment en fonction du contexte. Par exemple, faites un comparatif de prix sur, je sais plus, il avait donné l'exemple avec comparatif de prix sur je sais plus quoi, et en fait il avait copié en gros plusieurs éléments avec un prix, machin et tout ça, et ça lui a proposé de le mettre en format Excel. Du coup ça lui fait un tableur tout propre, avec les refs des produits et les prix en face et tout ça, quoi. Et non, vraiment c'était bien fait. Vraiment bien fait. Ça, c'est hyper intéressant. En plus, ça fait la continuité vers la suite Office, évidemment, derrière, même Office Online, hein, pour les professionnels qui sont sur Office 365. Donc c'est bien fait, ça intègre tous ces services-là. Et encore une fois, c'était un truc qu'ils avaient commencé à faire sur Edge, la version actuelle. Ouais. Donc c'est bien, et ça permet d'enrichir en fait le navigateur, et c'est différenciant par rapport du coup aux autres navigateurs basés sur Chromium également. Voilà pour Edgemium. Quelques nouveautés également du côté, alors on descend encore un petit peu au niveau développeur technique. Ils ont un petit peu fait la roadmap de leur prochaine plateforme .NET, donc c'est la plateforme de développement mise en avant par Microsoft, autour des langages C#, etc. Et donc ils ont annoncé leur prochaine version, le .NET 5. Alors c'était un peu parti dans tous les sens, la version de .NET jusqu'à présent. Et là, ils vont se refocaliser et réunifier un petit peu tout ça autour du framework 5, où ils vont ramener en fait toutes les plateformes qu'ils ont. Voilà. Donc desktop, web, cloud, mobile, gaming, IoT et machine learning, autour d'une version 5 du framework, qui va être capable de fonctionner du coup en multiplateforme. Voilà. Parce qu'actuellement, tu avais un .NET 4 mais qui fonctionnait que sur Windows, un .NET Core qui fonctionnait que sur Linux, etc., qui partageaient, mais ils n'avaient pas le même niveau d'API, tu peux pas faire partout pareil. Tu avais un .NET standard qui essayait d'aligner tout ça, machin, c'était un peu le bordel. Et là, le .NET 5 va poser de nouvelles bases pour unifier un petit peu tout ça. Ça fait énormément penser à la roadmap de Java qu'il y a eu dernièrement autour du JDK. Il y a des parallèles à faire en fait autour de ces deux plateformes de développement, c'est assez intéressant. Voilà, et donc à droite on retrouve quand même les outils de développement. Ça donne une vision quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus claire de leur vision autour du développement. Tu vois, donc tu as vraiment la plateforme, c'est le .NET 5 mise en avant, et à droite tu as les outils de développement. Donc même si tu as 3 versions de Visual Studio, pardon, mais ils remettent ici la ligne de commande d'interface, enfin le terminal du coup, à ce niveau-là, pour justifier un petit peu leur écosystème autour du développement de toutes ces plateformes-là. Voilà. Sur les collections, Nico Hopi dit moquez-vous, ça arrivera sur Apple dans 5 ans. Eh bien non, puisque Edgemium est déjà dispo sur macOS. Complètement. Voilà. Donc c'est déjà dispo.
Complètement. Ils ont annoncé également une évolution, en tout cas une vision qu'ils ont autour de l'évolution de Cortana. C'est ça, donc une vision qui est très centrée sur la productivité, en fait, l'assistant pour votre productivité business. Donc ils ont déroulé effectivement une vidéo avec une démo d'une nana qui en fait réorganise tout son agenda en live, C'est ça. en discutant avec Cortana. Cette nana, mais elle chamboule tout, quoi, en fait. Elle prend son agenda, elle fait allez hop, Ça, tu me vires ça tu peux faire ça backflip, demain. return, machin. Rajoute-moi un truc après mon dernier rendez-vous. Enfin bon, bref. Voilà, elle organise son repas, elle book des trucs, machin, elle change les rendez-vous, les réunions avec d'autres personnes. Donc c'est la vidéo est plutôt bien faite, c'est assez fluide. Ça montre une vision autour de ce que sera Cortana. Donc ça présente bien que Cortana ne va pas mourir, mais ils vont recentrer son utilisation plutôt comme un assistant d'organisation professionnelle. Ouais. Voilà, plutôt autour de ça. Ça, c'est vraiment le positionnement. Et après, l'intérêt à la fois technologique et à la fois d'utilisation, c'est vraiment dans la continuité de la discussion. Donc, tu as vraiment une prise de discussion qui va durer, le contexte pardon, qui est conservé sur toute la discussion, et du coup, tu vas pouvoir dire, tiens, je réserve à tel endroit, quel temps il fera, du coup, il sait que c'est par rapport à tel endroit, il va parler de point de réunion avec telle personne, quand c'est que je l'ai déjà vu la dernière fois, il va savoir que c'est telle personne. Donc, tu as vraiment la contextualisation qui est conservée sur tout le long de la discussion. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est une évolution qui va enrichir, je pense, l'interaction avec ces types d'assistants. Complètement. Et l'annonce que tu attendais pour la fin, qui était plutôt du coup une annonce pas dédiée vraiment aux développeurs, mais plutôt au grand public qui sortait un peu de nulle part, c'est une version de Minecraft autour de la réalité augmentée. Alors où c'est que je l'ai mis celui-là? Il est là. Mais pourquoi? Une version de Minecraft à la sauce Pokémon Go qui apparaît là-dessus. Voilà. Mais quel est le fuck? Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, je pense que c'est pour positionner du Minecraft. Est-ce que c'est le buzzword dont ils ont besoin à mettre de positionner dans chaque conf? Je sais pas. C'est pourquoi pas, en même temps, pourquoi faire? En même temps, pourquoi? En même temps, pourquoi? C'est-à-dire que bon, Minecraft, ça reste une marque qui a le vent en poupe autour des jeunes, etc. Enfin, ça engage pas mal de monde. Je pense quand même moins que Pokémon. Oui. Et je suis vraiment pas sûr qu'ils arrivent à récupérer autant de monde que Pokémon Go, et puis à quoi ça va leur servir derrière malgré tout, parce que ça va... Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont monétiser quelque chose? Ça va être quoi le but du jeu? Tu vas faire quoi? Collaborer autour d'une construction d'un truc en ligne? C'est un peu bizarre. Le positionnement n'était pas très clair pour moi. Après, bon... S'ils ont envie de se faire plaisir autour de... Si c'est une vitrine, juste, tu vois, pour la réalité augmentée autour de la plateforme, à la rigueur, pourquoi pas? C'est peut-être comment ça s'appelle parce qu'ils se servent, tu sais, de Minecraft pour le dev, machin et tout ça. Et, pour l'apprentissage. Pour l'apprentissage beaucoup, dev. Et là, ouais. peut-être que ça va être pour l'apprentissage de, je sais pas, de la réalité augmentée ou j'en sais rien. Enfin, tu vois. Il y a Peut-être. peut-être un élément là derrière. Ils veulent vraiment faire un truc autour de l'éducation et de Minecraft, Microsoft, C'est pour pas bête. justifier le truc. Donc, je pense que ça me fait penser, tu sais, à Swiss Playground d'Apple, tu sais, où tu as des petits bonhommes avec des jeux pour apprendre à coder. Alors, du coup, peut-être que, enfin, à coder la logique surtout de programmation et tout ça. Donc, peut-être que c'est ça, en version réalité augmentée pour un buzzword de plus. Ouais, Nico Poppy nous dit pour alimenter Bing Maps, un peu comme faisait effectivement. Peut-être aussi. C'est peut-être aussi. Niantic qui le faisait effectivement avec Ingress Ouais. d'abord pour Google Maps, et après Pokémon Go l'a fait aussi. Il y a une série Ingress sur Netflix d'ailleurs. Ouais. Je sais pas ce que ça donne, mais. Ça va, elle est assez ancienne en plus, mais non, j'ai jamais vu non plus. Ok. Donc voilà, plutôt intéressant, des annonces vraiment plutôt techniques quand même malgré tout, Oui, très. mais qui positionnent vraiment Microsoft, qui repositionnent vraiment encore toujours Microsoft autour du professionnel, des développements, et qui vraiment se recentrent sur l'activité qu'ils ont vraiment. Il y a tout un post, je crois que c'est The Verge qui l'a fait, autour de la démarche de réflexion qu'a eu Microsoft sur le fait d'abandonner la version d'Edge pour partir sur le moteur de Chromium. Oui. C'est hyper intéressant. Allez-y, vous allez comprendre l'organisation interne de décisions qui a été prise, des personnes qui ont été prises en considération là-dedans, des remontées d'informations et tout ça. Et comment ils organisent en fait les nouvelles innovations comme ça qu'ils font en interne. C'est hyper intéressant. Parce que c'est quand même une société qui a, on le dit toujours, hein, qui arrive à innover maintenant, enfin qui a beaucoup bougé, qui se redéfinit. Et ça fonctionne pour eux, mais c'était pas gagné. Ça reste quand même une très 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 grosse structure et ça marche. C'était un gros risque. Hein. C'était un gros risque et puis il y avait un gros challenge pour cette année là-dessus et ça marche vraiment pas mal. Donc la façon dont ils y arrivent, c'est vraiment hyper intéressant pour comprendre un petit peu ça et essayer de l'appliquer éventuellement à d'autres structures qui ont besoin aussi de s'innover, enfin d'innover en tout cas, de se redéfinir. Merci Artium Inc. Merci. Du coup. D'un géant, d'un géant américain, il n'y a qu'une conf. Il n'y a qu'une conf. On parle maintenant on va passer un peu vite sur certains Google trucs. I.O. Ouais, ça va être plus léger. Hein. Franchement, il y a moins de choses. Alors, au niveau de
de la présentation plus générale. Donc sur toute la durée, Google s'est présenté vraiment de manière, sur la vie privée surtout, il s'est présenté de manière différente en fait de ce qu'on avait l'habitude de voir, notamment Facebook, ça c'est facile. Ils sont vraiment présentés au niveau de la transparence des données. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait un avion qui passait dans le ciel. Ouais. Qui disait en gros, les croyez pas quoi. Google s'intéresse qu'à vos données, et voilà. Oui, mais oui, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que... C'est au bon moment. Il avait l'air énervé, hein, Sander Piché, là. Tu m'étonnes. Il était pas content. T'entendais l'avion en plus pendant toute le temps. Dans les micros, t'entendais le... Et t'avais l'avion et la grande banderole derrière. Ok. Ouais, ça c'est la problématique de faire des confs en extérieur. Donc, ouais, c'est ça. Tu maîtrises pas tous les environnements. C'est tout l'environnement, c'est ça. Je pense que c'est la dernière. En gros, le discours qu'ils ont tenu, c'était oui, c'est vrai, on utilise vos données, on en a besoin pour fournir les services qu'on fournit actuellement, mais on le fait de manière transparente et responsable. Donc, ils ont communiqué vraiment autour de ça. Et du coup, ça fait un peu, ils sont pas en position défensive comme ils ont l'habitude de faire, comme Facebook l'a beaucoup pété. C'est vraiment, on le sait, on le fait, mais on le fait bien. Et on vous présente, etc. Tous les services qui vont autour de ça, on vous donne les moyens de maîtriser au mieux tout ce truc-là. Voilà. Donc on parle souvent du Google Dashboard, qui peut faire peur parce qu'on découvre tout ce que connaît Google sur nous, mais ça permet aussi de comprendre tout ce qu'il manipule et aussi d'interagir avec, de supprimer ces données-là. Et autour de ça, ils ont par exemple activé la possibilité de supprimer des données au-delà d'une certaine durée de vie. Ouais, c'est ça. Voilà, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, vous allez pouvoir dire tout l'historique de mes données va être supprimé de manière automatique. Et Google ne les conservera pas. Ce qui est hyper intéressant pour nous. Tu n'as pas forcément besoin de garder ta vie là-bas. Les services fonctionneront beaucoup moins bien. Mais pas forcément, parce que la plupart des services, c'est des services immédiats que tu consommes. Ils vont pas te profiler sur toute ta durée de vie. Que savoir qu'il y a, je sais pas, il y a 2 ans, tu étais fan de tel truc, mais qu'en fait, maintenant, on ne sait pas si tu l'es vraiment, c'est pas forcément l'information qui va leur être utile. Non. Ils ont plus besoin dans l'immédiat. Donc voilà, bon. Ça, c'était pour leur vision de manière globale. Au niveau produit, au niveau annonce, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Pixel 3a et le Pixel 3a XL. Les Pixel 3a. Donc les deux versions, le petit et le grand, qui sont déclinés en 3 coloris. Voilà, le blanc, le pas blanc et le noir. Le purplish. Ouais, le purplish. Je sais plus ce que c'est. Le blanc n'est pas trop. Pas grand chose à dire dessus. Ils ont une prise jack, c'est marrant. Le presque blanc, le purplish et le quite black, c'est je crois un truc. Oui, les noms, je les ai pas notés, mais ils sont Very dark. Very dark. Very black. $400 pour le 3A, donc le petit là, il y a un peu petit des deux. On va retrouver quand même les fonctions photo avancées, donc les différents modes de prise de photo de nuit, le super zoom et le mode portrait qu'on connaît des pixels classiques. Il y a des gros compromis quand même. Il y a pas mal de compromis, oui, au niveau caractéristiques techniques. Pas de charge sans fil. Oui, bon, c'est pas le seul. Il est en plastique, tout le dos, c'est du plastoc au lieu d'être en verre. Bah, du coup, tu baisses vraiment en gamme, quoi. Alors, c'est pas un flagship, ça ils l'ont déjà, mais ils ont enfin compris qu'ils avaient un marché à prendre. Bien sûr. Et qu'en fait, ils l'avaient déjà pris, ils l'ont juste perdu. Parce que pour moi, c'est vraiment la redéfinition de ce qu'ils avaient déjà, c'était la gamme Nexus. Ouais. La gamme Nexus, c'est ce qui marchait très 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 bien chez eux, qui était vraiment aligné avec ça. C'est-à-dire que c'était vraiment le même type de souci, moyen de gamme plus avec les services Google au mieux. Le souci, c'est qu'avec le même type de processeur et tout ça, tu commences à trouver des Android One qui sont moins chers. Alors certes, ils font de moins bonnes photos, mais ils sont quasiment 2 fois moins chers. Donc quasiment. Tu prends certains Nokia ou peut-être pas le Xiaomi Mi A2, mais... Niveau caractéristiques, t'es un poil en dessous. Mais là, t'as toute la partie photo qui vient avec. Le Mi 9 dit Driox aussi, mais bon, après, c'est pas Android One, hein, t'as la surcouche. Voilà, t'as du Xiaomi avec, hein, donc c'est pas tout à fait pareil. Là, on est vraiment sur du Nexus-like, en fait, et sur définissent autour de ça. Non, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que tu vois, typiquement, c'est le téléphone que tu pourrais recommander à tes parents, ou... oui. Et puis, s'ils veulent pas mettre un prix exorbitant, on se retrouve avec... Et il est pas étanche aussi. Non, mais tout le monde n'a pas besoin de ça. Que non, je dis pas, mais par rapport au 3, en fait, c'est pour ça. Oui, comment il se positionne par rapport au 3. On a un flagship, effectivement, avec le 3, c'est vraiment le processeur haut de gamme, le meilleur RAM, un écran au top, la photo, etc. Ouais. Pour le 3 XL, il n'y a pas de notch, alors que sur le 3, il y avait un notch. C'est vrai. Un big notch, d'ailleurs, hein, rappelle-toi. C'est vrai, complètement. En fait, le Pixel 3a de face reprend vachement le design du Pixel 2, je trouve. Pixel 2 XL.
Tu sais, avec l'écran arrondi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Je trouve que ça ressemble à ça. Non, du XL, oui. oui. Non, l'autre, il avait les trucs coupés. L'autre, il était vraiment Ouais. iPhone Par contre, 4. le fait que ce soit du plastique et tout, on a le squeeze aussi pour déclencher l'assistant et tout ça. Tout à fait. Mais ça, ils ont envie de le maintenir sur toute la gamme. J'ai Ouais, l'impression que même les prochains l'auront également. Ça, je sais pas. Bon, bref. Ouais. Plutôt pas mal, plutôt intéressant. C'est un petit peu trop tard, je pense, quand même, pour le faire. Mais il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a beaucoup de concurrence sur ce milieu de gamme-là. Ouais, c'est le retour du Nexus 5. C'est exactement ça, Mister Respect. C'est ça. C'est exactement ça. On avance vite. On va parler du Nest Hub Max, qui est ce truc-là, qui est en gros un... C'est quoi? C'est un Google Home Hub plus un Nest Camera plus un Google Home Max en version 10 pouces. En version 10 pouces avec un subwoofer et 2 haut-parleurs. Voilà. Bon. Voilà. Derrière ça, alors $229, c'est pas très cher. Hyper cher non plus. Après, dans le prix des assistants du moment. Voilà, ça reste dans le gamme de ces écrans, de ces smart displays. Ce qui se cache, c'est cool quand même. Ouais, non, franchement, oui, ça c'est vrai. Beaucoup mieux que l'Amazon Echo. Beaucoup mieux que tous les autres en fait. Oui. Bah à part Echo et ça, en assistant avec écran, il n'y a pas beaucoup. Si, il y avait un Lenovo qui avait sorti. Oui, mais Lenovo c'est la même interface. Est-ce que c'est là? Ouais. Il va être mis à jour et tu auras la même. C'est les mêmes types de cartes et tout. Je suis pas sûr. Parce que là, en fait, ce qui se cache derrière aussi, c'est Fuchsia OS. Voilà, c'est les premiers travaux autour de Fuchsia OS. Ouais, mais tu vois, le Google Home Hub et le Lenovo ont la même interface. C'est le même OS derrière, c'est le même nuage. Alors, je sais pas si c'est le même OS, mais c'est la même interface. C'est la même interface assistant. Alors du coup, voilà. On verra. Tu mets le doute. Ouais, le doute, t'as vite. Salut Blasphème. Et derrière ça... Ah, salut Blasphème. Du coup, ce soir, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ce qui se cache derrière ça, c'est effectivement la renommage de la gamme Nest, puisque tout ce qui se cachait derrière la marque Google Home maintenant va devenir Google Nest. Donc, il y a une vraie intégration de Nest, la marque, au sein de Google, et on abandonne un petit peu ça. En fait, c'est comme à l'époque de Motorola qui était... Il y avait une certaine confusion, en tout cas, moi je le ressentais comme ça, autour de Google Home et Google Assistant. C'est-à-dire que tu savais pas vraiment si c'était un Google Assistant ou Google Home que tu avais, lequel était les deux, mais en fait Google Assistant c'était un élément du Google Home. Mais en fait ton Google Home Mini c'était ni plus ni moins qu'une interface vers Google Assistant. Ouais. Du coup ils mettent en avant Google Nest comme étant la gamme des appareils pour la maison et qui vont intégrer dedans le Google Assistant. Ouais, gros défaut quand même. Merci Arnaud Lulu pour le sub. Gros défaut quand même, c'est la suppression du coup de la compatibilité IFTTT au passage. Oui, ils ont fait le ménage dans tout ça. Oui, mais bien sûr. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est pas lié uniquement à ça. C'est plein de services comme ça. Au passage, Google a fait le ménage. Gmail également a perdu pas mal de connexions avec IFTTT. C'est vraiment dommage. Mais ils resserrent un petit peu leur écosystème. C'est ça. Pourquoi pas. Allez, on passe un petit peu sur Android Q Beta 3. Alors qu'est-ce qui n'a pas été déjà dit dessus? Génération du mode sombre, voilà, donc il va être dispo au niveau du système pour gérer l'ensemble des applications, youpi. Et le Smart Reply, alors cette fonction qui permet notamment dans Gmail de proposer des réponses automatiques avec juste un bouton qui va répondre en fonction du contexte du mail. Ils vont le généraliser avec une API, donc une interface de programmation que l'ensemble des développeurs pourront intégrer dans leurs notifications, dans leurs applications. Ça c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est bien. C'est vachement bien. Du coup, ça veut dire que tu vas enrichir en fait tes notifications et être capable dans ton application de gérer ça automatiquement. Tu as une intégration dans le système. T'es pas que sur la partie interface graphique. C'est-à-dire que tu vas aussi avoir la partie intelligente de détecter le. C'est ça, c'est genre on mange pizza ou chinois et toi tu as ton poste direct de choisir pizza ou de choisir chinois. Exactement. Voilà. Bon, le desktop mode, ils en ont un petit peu plus parlé au niveau, mais vraiment interface de développement, c'est pas intéressant, on avait déjà parlé. Ouais. Un autre annonce intéressant, c'est le Live Caption. Ça, c'est vraiment un truc intéressant. C'est une fonction qu'ils vont mettre à dispo dans les téléphones qui va être capable de analyser une vidéo, et notamment le flux audio de la vidéo, pour en faire la traduction en temps réel, la retranscription. Mais là, ce que vous regardez dans l'appli Twitch, vous pourriez avoir le Live Caption. Voilà, donc en fait, ça va écrire des sous-titres en temps réel par rapport à ce qui est dit dans la vidéo. Et ça, quelle que soit l'origine de la vidéo. Donc ça peut être une vidéo YouTube ou pas, ça peut être du Facebook, ça peut être plein de choses. Ça, vous le trouvez beaucoup sur les vidéos Facebook dans votre fil d'actualité, vous savez, qui vous évite du coup d'activer, de brancher un casque pour pouvoir lire les vidéos. Mais en fait, c'est le même principe. Mais au sein du système directement et automatisé. Ouais. Et automatisé. Alors l'utilisation c'est d'abord pour les sourds et malentendants évidemment, mais pas que, c'est aussi pour ceux qui ont envie de regarder des vidéos sans avoir à mettre le son à fond, tu sais, dans les transports, ou pas le casque devant, mais qui ont envie de comprendre ce qui se dit. Voilà, pourquoi pas. Ils vont du coup également inclure ça dans la retranscription pour les appels audio. Ouais, c'est un nom d'ailleurs. La fonctionnalité, c'est pas Live Caption, c'est un autre truc. Oui, non, j'ai pas noté. Mais c'est pas grave. Mais effectivement, c'est le même moteur derrière. Quand on reçoit un appel,
vous pouvez soit décrocher vous, soit raccrocher, soit faire décrocher l'assistant, c'est comme ça qu'il disait. Quand vous faites ça, la personne en face entend « Bonjour, c'est l'assistant de Christophe. Vous pouvez parler, je lui retransmets les informations et je vous apporterai sa réponse, machin et tout ça. » Donc, par exemple, je parle et je dis « Bon, Christophe, est-ce que tu vas arriver en retard ce soir ou pas ?» Donc, lui, il voit marqué « Est-ce que Christophe, tu vas arriver en retard ou pas ?» Et donc, en plus, il y a aussi les smart Reply. Et donc, du coup, il peut dire oui, non, machin, directement en tapant dessus. Donc, il peut être en réunion au boulot et avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un, quoi. Et ouais. Donc, s'il répond oui, il y a l'assistant qui répond oui. Google Call Screen, nous dit Guillaume. Voilà. C'est ça, tout à fait, merci. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Quoi d'autre? Il y aura des mises à jour des bouts du système dans le Play Store, donc Android va être découpé et il y a des choses qui vont être diffusées par l'intermédiaire du Play Store. C'est Live Relay, je crois, le truc. Live Relay, ouais, peut-être, t'as raison. Voilà, il y a un mode incognito pour Maps qui va apparaître, donc toujours dans la notion de la vie privée, vous avez ça maintenant dans YouTube. J'ai utilisé il n'y a pas longtemps dans YouTube, ça, tu vois, le mode incognito, j'ai découvert. Maintenant, je vais l'intégrer dans Maps, bon, pourquoi pas. Ok. Amélioration de Google Lens également, qui va être capable en fait de contextualiser un petit peu l'analyse de ce que... Alors, Google Lens, c'est la fonction qui permet d'interpréter ce que vous prenez en photo, en vidéo, en image, et de vous proposer des actions en fonction de ça. Mais ils vont enrichir un petit peu la contextualisation de ça, notamment dans les restaurants, ils ont présenté des différents cas d'usage. Dans les restaurants, tu prends en photo le menu, il va être capable d'aller chercher en fait des photos ou des vidéos de gens qui ont pris en photo le plat que tu es en train de regarder sur le menu, pour te faire une idée de ce que ça peut être. Ça, c'est intéressant. Et un autre truc, c'est en fonction de ta position, du coup. Si tu es dans un restaurant, que tu prends en photo ta facture, tu sais, de note de restaurant, il va être capable de lancer automatiquement une fonction de calcul pour répartir la note à travers les différentes personnes qui ont mangé sur place. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, c'est hyper spécifique, mais l'intérêt de ça, c'est que c'est hyper contextualisé. Donc, ça rend un service hyper puissant, en fait, derrière ça. Voilà. Et dernier truc, autour de Google I.O., l'amélioration du Google Assistant, notamment avec deux choses. Donc, la partie duplex, vous savez qu'on avait eu l'année dernière autour de l'assistant vocal qui qui réserve pour toi. Et bien là, ils ont décliné une version pour le web. Ça veut dire quoi pour le web? Ça veut dire qu'ils vont pas appeler Internet, non. Ils vont, Allô Internet. Ils vont remplir pour toi des formulaires sur le web. Voilà. Alors ça, c'est la conjonction de la fonction autofill de Chrome. Vous savez, quand tu commences à remplir un formulaire, il te propose du coup de choisir dans une liste déroulante certains champs par défaut, et ça te remplit tout ton formulaire. Et bien c'est ça, plus du Google Assistant qui va déclencher ça, et du coup tu vas dire, ben voilà, je veux réserver mon hôtel. Une place de cinéma ou un hôtel. Et il va du coup se connecter au site de l'hôtel, remplir le formulaire, et te proposer au sein de Google Assistant les infos qu'il a renseignées, et te demander confirmation pour le faire à ta place. C'est ça. Voilà, tu as une démarche ici, voilà, donc voilà, Google Assistant, t'attaque, ouvre un truc, prends la réservation, il te propose ça, il te dit voilà. Il lit la page d'ailleurs, il lit la page. Les noms et tout, parce que des fois les sites web sont pas bien balisés, enfin les champs internet. Donc du coup, il est capable de lire la page et de proposer vraiment dans les bons champs. Carrément. Donc hyper intéressant, hyper intelligent, et je trouve le service hyper pratique. Voilà. Accessoirement, il fonctionne aussi offline, le Google Assistant. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de noter, exactement. Ouais. Voilà. Dans les améliorations, c'est une grosse amélioration, hein, puisque ça évite les temps de réponse. Et surtout, ça permet de le faire fonctionner directement en local. Ils ont réduit, hein, ils disaient que la base de données de base pour le faire fonctionner, c'était 2 gigas, je crois. 200 gigas. Ou 200 gigas, c'était 200 gigas, le modèle, pour reconnaître... Et ils l'ont réduit à 500 mégas. Donc, du coup, c'est embarquable dans les téléphones, donc voilà. Exactement. Et la prochaine version l'intégrera directement dedans. Ouais. Donc analyse en local, donc ça c'est hyper cool. Vie privée c'est top, performance c'est top, donc cool. Allez, on va passer du côté d'Amazon. Allez. On va parler de Alexa Guard. Et voilà. Ouais, elle va comprendre. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle fonctionnalité pour les Amazon Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, Echo Spot, Echo Input, peu importe les générations, les modèles, tout ce que tu veux, ça marche avec tout. L'idée, c'est d'exploiter les micros. Chut, on m'a dit ouais. C'est d'exploiter les micros de Bernadette. Donc, enfin de vos Amazon Echo. Comment ça marche? Ben, vous lui dites, alors il faut l'activer, hein, donc là je vous montre vite fait, hein, dans l'application, vous tirez dans les settings, et dans les settings vous avez une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Guard, que vous avez au milieu là. Alors cependant c'est qu'aux États-Unis, hein, donc cherchez pas, ça arrivera bientôt. L'idée c'est que les micros vont écouter toutes les alarmes chez vous, genre les alarmes de détection de CO2, de fumée, ce genre de trucs, ou quand on casse une vitre chez vous, il est capable de détecter ce type de son. Et du coup de vous envoyer une notification en disant ah attention il se passe un truc, et il te fait écouter un clip de 10 secondes de l'alerte ou du truc comme ça quoi.
Top. Ouais, c'est pas trop mal. Disons que ça permet d'exploiter ça. Alors, les caméras Welcome le font déjà avec les alertes de fumée, par exemple. Si vous avez une caméra Welcome chez vous et qu'un détecteur de fumée se met à sonner, vous avez une notification. Là, c'est exactement pareil. Et en fait, il faut juste de lui balancer une commande genre Bernadette, je m'en vais. Et elle va activer le mode garde. Et donc, pendant que t'es pas là, elle va surveiller les bruits bizarres qu'il peut y avoir chez toi, genre bruit de verre ou encore une fois une alarme, quoi. Voilà, c'est tout con, mais c'est pas mal, ça apporte une petite fonctionnalité supplémentaire et ça permet de rendre connectés des appareils qui ne le sont pas, genre ton détecteur de fumée, s'il n'est pas connecté chez toi, ça marche. Et évidemment, ça te rajoute une espèce de petite alarme. Si comme moi, tu as plusieurs Bernadette dans ta maison, si on casse une vitre, tu le sauras, quoi. Voilà, c'est pas mal. Ça rajoute une alarme. Et la Freebox fait ça, on dit Mister SP. Oui, c'est vrai, il l'avait annoncé. Salut Oui, Cublanc. c'est vrai. T'as tout loupé, presque. Non. Allez. L'autre annonce, la grosse annonce de la journée, c'est le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Alors, c'est surtout le Pro qui va nous intéresser. Le OnePlus 7, on va faire vite. OnePlus 7, c'est le OnePlus 6T. Sauf qu'ils ont amélioré, en gros... Upgrade du processeur. Ouais, c'est ça, upgrade du processeur. L'écran aussi, je crois, peut-être. Non. Non, même pas, c'est exactement le même. Non, je crois qu'il y a un... Non, c'est le même. C'est le même. 6,40 Il n'a pas une possibilité de choisir la résolution, celui-ci, ou c'est que le Pro? Parce que je sais que le Pro le fait. C'est que le Pro, je crois. Ok. Et ce qui change, par contre, il y a un truc vraiment qui change, c'est le stockage. Il passe sur la norme de stockage UFS 3.0 qui améliore grandement les performances de lecture et d'écriture. Voilà. Donc on laisse de côté le OnePlus 7 qui est vraiment effectivement la mise au jour du jour du OnePlus 6T. Voilà. On vient sur le Pro qui est vraiment l'élément qui va nous intéresser. Alors le Pro qui a fuité depuis très longtemps, donc c'est ce téléphone-là qui brille beaucoup dans cette version noire brillante là avec 3 appareils photo derrière. Et surtout du borderless partout. Sans... Sauf petit menton en bas. Ah, il est minuscule quand même. Ouais. Voilà. Et l'excuse qu'on nous sort à chaque fois, c'est non, mais ça, c'est mieux pour le tenir. Ouais. C'est vrai, c'est ce qu'ils nous disent. Mais jamais je le tiens par le bas. Mais non, parce que tu mets ton doigt et ça pourrait toucher le bas de l'écran. Tu parles. C'est vraiment, non, c'est l'excuse qu'on a sorti, je crois, Honor ou Huawei, je sais plus lequel. Huawei, je crois. Bon, on passe rapidement sur les caractéristiques. L'écran, quand même 6,6, quasiment 6,7 pouces, donc assez grand. Résolution QHD+, donc 1440p, 90 Hz. Donc il y a un mode 90 Hz, tu peux rester en 60 si tu veux, mais... Ouais. Tout à fait. Et caméra frontale en pop-up. Derrière, vous avez vu 3 appareils photo, donc 48 mégapixels, 8 et 16 mégapixels. Donc ça permet de faire un zoom équivalent à x3. Et surtout des versions 6, 8 et 12 Go de RAM. Toujours plus. Voilà. Je vous fais défiler les animations, les incrustes en même temps. Vous voyez la caméra pop-up. Surtout une batterie de 4000 mAh avec charge rapide. Ouais. Nouvelle norme de charge rapide, je sais plus comment ça s'appelle encore une fois, mais il n'y a pas le wireless par contre. Oui, c'est celle qui est sur le McLaren là, j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça. Je l'ai pas noté tellement c'est bullshit marketing. Ouais, genre Dash machin. Non, c'est plus un Dash, c'est un autre nom. Bref. Voilà. Et résistant à l'eau et la poussière, mais pas certifié IP, sûrement parce que ça coûtait trop cher. Mais en fait, ils disent que c'est à cause de la caméra. D'ailleurs, vu la poussière qu'elle prend, c'est pas étonnant. C'est pour ça que j'ai pris cette photo. Donc là, crédit photo à nos amis de Frandroid. Tu vois déjà quand même que la caméra pop-up, elle amasse un peu de poussière dedans et que ça va faire du coup rentrer de la poussière via le petit tiroir là. Bon après, j'ai l'impression que tout le téléphone a déjà pas mal pris la poussière. Donc je pense que c'était une poche dans la poche avant avec les cookies et tout ça quoi. Bref. C'est ça. Voilà, donc le tiroir. Ah oui, le tiroir pour l'appareil photo. La fameuse tourelle selon Jérôme, c'est ça. C'est ça. L'appareil photo, donc le tiroir se referme automatiquement, il détecte quand il y a une chute. Voilà, bon, tant mieux, ça protège le truc. Et capteur d'empreinte sous l'écran qui est apparemment charge, hyper pratique. Ouais, Warp Charge. Il faut toujours qu'il trouve un nouveau nom là-dessus. Il y a une version 5G également qui est dispo pour l'Angleterre d'abord avec un opérateur sur place. Et en parallèle de ça, une nouvelle version d'OxygenOS 9.5. Qui intègre pas grand chose de nouveau, toujours basé sur Android Pie, avec l'ajout d'un Zen Mode pour rester focus et enlever du coup pas mal de notifications. Ouais, tu vois l'écran quand même qui dépote. Et puis surtout un truc intéressant qui est le screen recording, donc l'enregistrement de ce qui se passe sur l'écran. Ouais. Voilà, capture d'écran. À noter quand même qu'il a les bords incurvés, hein, comme les Samsung. C'est Samsung qui fabrique l'écran pour OnePlus. Voilà, donc là tu as un jeu. Alors on va parler un petit peu du gaming dessus rapidement parce qu'il y a XDA qui a fait des tests autour de l'exécution des jeux en fait sur ce téléphone-là et également en comparaison avec les Razer notamment et tous les autres téléphones qui se positionnent sur du gaming. Et il est vraiment très très bien placé. Voilà, donc il y a un mode gaming dédié. Voilà, donc mais le gaming mode existait déjà sur le OnePlus 6 hein, d'ailleurs. Oui.
Donc là, ils refont un tour dessus. Il y a eu quelques améliorations dedans, donc en partenariat avec la Fnatic. Voilà. Ouais. Exactement. Et au niveau des perfs, pour faire vite, vous voyez ici un petit tour sur les jeux mobiles, dont PUBG. Et au niveau des perfs, c'est plutôt pas mal et sans trop pénaliser Putain, il tourne la batterie. mieux que sur PC. Ben, 40 FPS. exactement. Ouais, et T'imagines? tu vois, le taux d'utilisation CPU, il reste assez bas malgré tout. Fnatic. Donc ils sont plutôt bien. Et tu vois, tu as stabilité 100%. Même Arc, il tourne avec plus de FPS, disons. Ouais, Fnatic Game Mode, exactement. Donc voilà, plutôt pas mal. Un très bon téléphone, un flagship. Alors niveau tarif, par contre, ça pique un peu. Il commence à 709 €, ce Bah, c'est OnePlus 7. OnePlus 7 Pro 7 comme En plus. 709. et Pro. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de leur gamme, en fait, ils ont monté d'un cran. Voilà, donc le OnePlus 7, ça reste la gamme qu'ils avaient déjà, qui était leur haut de gamme, et là, ils ont franchi une étape d'après, c'est pour ça qu'ils ont mis la gamme Pro qui est plus chère, et s'ils justifient ça comme ça. Voilà, donc un truc qui dépote. Donc ça reste du hardware au top. J'ai résumé ça comme ça, c'est du hardware au top, donc ce qui se fait dans les règles de l'art actuelle. 855, tout ça. Voilà, bien intégré, Ouais. propre, stable au niveau des perfs. Tu sais, il y avait beaucoup de téléphones Oui, qui tout à chauffaient, qui du coup faisaient du throttling. Là non, ça c'est plutôt Non, stable. non, là, enfin, OnePlus, on peut leur faire confiance sur ça. C'est des très bons téléphones. Hein. Donc hardware au top et software efficace. Voilà. Donc on est sur Android quasiment pur. Quasiment super pur, efficace. ils rajoutent 2-3 bricoles à chaque fois, OnePlus, mais c'est ça pas va. déconnant. Et c'est même des trucs, tu te dis, des fois, tu te dis, ah, ça aurait été bien si c'était dans l'Android de base. Exactement. Voilà. Voilà. Non mais moi aussi je me suis dit ça. Des petits détails, hein. Des fois, Ouais. c'est juste genre choisir la forme des icônes, 2-3 conneries, tu vois, où tu te dis, bon, ça change pas grand chose à Non. ce truc, ou voilà, ou des petits trucs dans les options aussi qui sont sympathiques. Enfin voilà, bref, un bon téléphone. À un bon prix, hein, quand même. Ouais, le Pro, je sais pas si Ne vous c'est. inquiétez pas, il va baisser très vite, comme d'hab. Le Vous êtes 6T, pas là, pressé. il a commencé à prendre des claques niveau Ah tarif. ouais, donc si vous Et attendez franchement, un peu, le... entre le 6T et le 7, cet automne, il y en a un nouveau. C'est déjà annoncé. Le 7T Pro, ouais. plus. 7T Pro plus S. XE. Peut-être. XR. Voilà. Ça, c'est réservé à Apple, parce que ça fait bien. Ah, un petit peu de recherche scientifique, une petite news que je vais vous détailler, sur des chercheurs chinois qui ont réussi à faire de la prise de photos, alors de la prise de photos, Salut Bigot. c'est vidi, mais sur des très longues distances. Et là, on parle de 45 km de distance, donc c'est pas rien quand même. Hein. De Bordeaux, tu peux aller prendre en photo la mer, par exemple, la côte, c'est pas mal. Voilà. Donc c'est des chercheurs chinois qui ont développé ça autour d'une techno qui est proche du LiDAR. Donc LiDAR, c'est ce système de balayage par laser pour détecter la proximité de certains objets. Voilà. Alors je vous montre le résultat de ce qu'ils ont pris comme photo, je vous détaillerai un petit peu ça après. Donc le bâtiment tout en haut à gauche, c'est vraiment ce qu'ils ont pris en photo, et l'image tout en bas à droite, c'est le résultat qu'ils ont obtenu à 45 km de distance. Alors je vous représente un petit peu ce qu'est le LiDAR et le principe du balayage là-dessus, c'est qu'en gros on va avoir un capteur qui va tirer un rayon laser, voilà. Donc là vous avez en fait un petit boîtier, c'est une illustration qui n'a rien à voir avec la travaux de recherche, mais c'est vraiment pour illustrer le principe du LiDAR. Donc vous avez un rayon laser qui est tiré, un miroir en fait qui va orienter ce laser là, et un capteur qui va récupérer là le retour en fait de l'émission de ce laser pour savoir à quelle distance se situent les objets par rapport au rayon émis. Donc là on voit le dispositif en haut, on voit au milieu une vue du dessus, et on voit en bas le résultat en fait de ce que va collecter en termes de données le capteur. Donc on va voir qu'il y a une surface là-dessus. C'est le principe qui est utilisé dans les LiDAR pour détecter notamment dans les voitures autonomes, dans les Tesla, hein. C'est ce qui est utilisé dans les capteurs Kinect notamment. Oui. Même les tout premiers Kinect, et qui a suivi après les Kinect for Azure et les HoloLens version 2 également, pour avoir cette détection de proximité et une cartographie de l'environnement. Là, ce qu'ils ont fait en plus de ça, c'est qu'ils ont appliqué ça au domaine de la photo. Donc c'est pas juste détecter la proximité des objets, c'est aussi être capable de détecter des niveaux de couleur, des niveaux d'identifier ce que c'est comme objet, etc. derrière. Exactement. Et surtout sur des très 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 longues distances. C'est-à-dire que là, Kinect, c'était quelques mètres. Le Kinect for Azure, la dernière génération, on arrive à des dizaines de mètres. Là, on est sur des versions de kilomètres. Alors, les difficultés autour de ça, de la prise de photos sur la très longue distance, ça va être notamment le fait que plus tu es loin, moins tu vas capter de photons, donc de données lumineuses par rapport à l'objet que tu vas vouloir prendre en photo. Donc tu vas avoir beaucoup de bruit en fait ambiant, tu vas avoir beaucoup de lumière qui vient d'autre chose que ça. Après tu vas avoir la distorsion de l'information, donc tu vas traverser beaucoup plus de distance, donc beaucoup plus de pollution, d'atmosphère, etc. Donc tu vas brouiller un peu toute cette information-là. Et après, un autre truc intéressant qui m'a bien fait marrer, c'est la courbure de la Terre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu commences à atteindre une distance comme ça, forcément, la Terre étant ronde, hein, contrairement à tout ce que pensent nos amis platistes, là, tu vas avoir un vrai problème, c'est que tu vas pas pouvoir prendre en photo ton truc là-bas parce que tu vas pas tirer arrondi. Voilà.
Donc en fait, ils sont montés en haut d'un très gros building pour pouvoir prendre en photo un truc à 45 km pour pouvoir plonger comme ça, une photo en plongée. Donc ils ont développé en fait un nouveau C'était sur une colline. Ouais, c'est ça. Ils ont développé un nouveau capteur beaucoup plus sensible. Alors ils ont développé, en fait ils ont assemblé des composants qu'ils ont trouvés sur le marché. Donc ils ont pris en fait un pointeur laser un peu évolué, mais un pointeur laser qu'ils peuvent trouver sur le marché. Et ils ont associé ça avec un capteur sensible qui permet de capter les photons à l'unité. Donc il peut compter en fait les impacts de photons. Mais en fait ça existe et ça se trouve, et c'est plutôt facile d'accès en fait. C'est pas exorbitant. Ils ont pas si vous avez 15 millions de dollars, ça ira. Voilà. Non. Et après, ce qu'ils ont fait autour de ça, c'est qu'ils ont capté ces infos-là et ils ont travaillé sur un algo pour reconstituer l'image à partir de ces petits bouts d'informations qu'ils ont récupérés. Pas mal. Voilà. Donc ils ont assemblé tout un aspect technique et ils ont développé principalement l'algo qui va derrière. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que un pointeur laser à émettre, il y a tout le mécanisme de balayage aussi qu'ils ont développé. Et ça, ils l'ont fait autour d'un système piézoélectrique. Donc ça veut dire qu'en fait, tu envoies un courant électrique dans un petit élément qui est en bas, qui va se tordre en fait au niveau en fonction en fait du courant électrique qui passe, et du coup ils vont pouvoir orienter de manière très précise le miroir qui va tirer le laser, un miroir comme ça, tu vois. Donc ça aussi ça existe, ils ont juste trouvé ça, assemblé ça, qui va du coup pouvoir faire un balayage et balayer ce rayon laser en largeur et en hauteur. Donc vraiment faire un balayage comme ça. L'expérience qu'ils ont tenue, elle s'est faite comme ça. Donc là, tu vois un exemple en fait du dispositif qu'ils ont créé à droite, et ils te présentent, voilà, donc en haut du bâtiment, tu vois l'image C, ils ont tiré vers là-haut. Le rayon laser qu'ils ont choisi, c'est dans les gammes de fréquences qui font que c'est compatible avec les yeux. Du coup, ils n'ont pas cramé des rétines. Ils n'ont pas tué tous les gens qui étaient dans l'immeuble. L'intérêt aussi de ça, c'est que c'était du coup dans des bandes où ils étaient en dehors de la lumière solaire. Donc en fait, ils ont pu filtrer tout ce qui était lumière ambiante et solaire, et du coup extraire pour récupérer que l'information qui les intéressait derrière, qui était l'information du photon précis qu'ils ont tiré au laser. En fait, les chercheurs chinois, ils trouvent des idées en surfant sur AliExpress. C'est ça. C'est un peu ça en fait. C'est vrai, ils ont pris tous leurs composants là-bas. C'est vraiment pas mal, ouais. Carrément. Attends, j'ai trouvé un miroir pour les boîtes de nuit. Un truc disco qui bouge tout seul avec les lumières. On va prendre et ça. Tout ça. Boule à facette. En boule à facette, on prend ça. Ensuite, je te trouve un laser, un pointeur laser. Bref, et alors pour tirer sur de très longues distances comme ça avec un pointeur laser qui est pas ultra, enfin pas performant mais ultra puissant, voilà, donc c'est quelques milliwatts. Ils ont utilisé un télescope d'astronomie classique, mais grand public. Donc ils utilisent ça pour tirer à travers, et du coup pour utiliser les systèmes de lentilles, pour utiliser ça en émission et en réception du photon derrière. Ils ont mis du coup leur capteur photon derrière ce truc-là, donc à l'aller et au retour. Plutôt malin en fait, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, la partie, on va dire, hardware, elle est plutôt astucieuse, mais la grosse avancée, c'est fait du côté algorithme de traitement en fait, de ces données-là, derrière. Puisqu'en fait, ils présentent ça, ils disent des algorithmes de traitement autour de capter et reconstruire une image à partir de peu d'informations, ça existait déjà. On a quelques photons et on va reconstruire une image. Ils sont allés un cran plus loin. Voilà, c'est celui-là que je voulais montrer. Donc l'image en haut à gauche, c'est l'image réelle du bâtiment qu'ils ont voulu prendre en photo. L'image en haut au milieu, c'est ce qui est capable de voir avec la lumière, le spectre de la lumière visible, donc à peu près rien. En haut à droite, c'est ce qui récupère en bruit avec juste une photo pixel très longue distance. Et après en bas, c'est la comparaison de 3 algos différents qui vont faire la reconstitution d'image à partir des données des photons et du temps de vol de ces photons-là. Et eux, donc leur algo qu'ils ont développé, il est en bas à droite, tu vois. Donc ils arrivent à reconstituer quand même une information du modèle d'architecture du bâtiment, qui est plutôt assez précise. On reconnaît quand même mieux le bâtiment dans cette image-là. Plutôt pas mal. C'est bien fait. Et ils expliquent également que c'est que le début, parce que en faisant ça, en fait, on est capable de récupérer beaucoup plus d'informations que juste une image à plat en 2D, mais on est capable de récupérer beaucoup d'informations, notamment en 3D, la profondeur, et calculer effectivement des données de parallaxe, etc. Donc ça, c'est ce que fait vraiment Kinect sur la proximité, mais ils sont capables également de projeter ça sur des beaucoup plus longues distances, et du coup de faire la cartographie très précise à très longue distance. Bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est une évolution qui est terrible. Et voilà. Donc c'est pour moi une évolution de ce qu'on fait actuellement sur les capteurs radar, notamment les avions qui ont ces informations-là. Mais que là, c'est Jean-Michel dans son garage. Jean-Mi, boule à facette. C'est surtout beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'avec le niveau du laser, tu vas un niveau de précision, tu vas pouvoir vraiment viser des tout petits points. Des micro-mouvements, quoi. C'est ça, c'est pour ça que le vu la distance, si tu bouges de 1 cm, t'es déjà sur l'immeuble d'à côté, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il faut être ultra précis, mais ça permet de récupérer
plein d'informations très rapidement, du coup, avec la durée, le tir du laser, et à condition d'être très précis, effectivement, derrière ça. Donc vraiment un truc intéressant, et puis affaire à suivre. Voilà. Ok. Allez, plus terre à terre. Ouais, un autre téléphone. Ouais, l'Asus Zenfone 6, toujours plus original. Pourquoi j'ai mis ça? Vous vous souvenez des téléphones à notch? Ouais. So has been. Des téléphones à mini notch, à goutte, à trou, à slide, à tourelle, à tiroir. Rappelez-vous même du Samsung A80 qui slide avec une caméra qui tourne Ah oui, c'est vrai. vers lui. Je veux dire, on a tout fait. Eh bien non, on pensait avoir tout fait, mais Asus fait mieux. Le voici, le Asus Zenfone 6, donc borderless, tout ça. De face, on dirait presque un OnePlus 7. Hein. Avec une caméra à l'arrière, double capteur photo, tout ça, capteur d'empreinte. Mais où est le capteur avant? Eh bien, le capteur avant, Maryse. Il est à l'arrière. Le voici. Quoi? Exactement. C'est le capteur arrière qui tourne et qui va se placer au-dessus. C'est pas un notch, c'est pas un périscope, c'est un capteur qui escamotable. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un oiseau. Non, voilà. Donc là, on le voit aussi sur cette photo repliée, le capteur. Ouais. C'est une façon originale de se servir du capteur arrière comme capteur avant. En termes de qualité photo, du coup... c'est manuel ou c'est motorisé? On n'a aucune info, ni spec, ni rien, parce que ce sont les premières fuites. Ah. Voilà. Donc, non, écoute, j'ai trouvé original. Je me dis, on n'a pas fini d'être surpris, je pense, par les endroits où on va cacher. Rappelez-vous, on n'a pas fini d'innover. On avait vu même le notch extérieur. Sur le bord du téléphone, c'est un petit... En fait, l'écran est... Ah oui, sur le côté, oui. Sur le côté, la petite truc. On a eu... Il y avait le trou, le hall. Le trou de chez Samsung. Comment ils l'ont appelé? Samsung, je me rappelle plus. La bulle. La bulle, voilà. Oui, la bulle. Franchement, on a tout eu. On a tout eu. La preuve que non. Et bien voilà. On avait aussi le Renault, tu sais, avec le quart de pizza qui tourne, là, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Pas le quart, le 8ème de pizza qui tourne et qui se lève. Une encoche, mais qui sort de la moitié. Ouais. Bon, bref, du coup, on a ça maintenant avec le Asus Zenfone 6. Je ne sais pas quelle va être la prochaine innovation. Moi, la gamme Asus sur les smartphones, j'arrête définitivement. Ouais, catastrophe. Hein. Ouais, non, en durée de vie, c'est le matos, il est vraiment pourri. C'est dommage. Là, ça fait beau. Hein. C'est joli. Ouais. Comme ça, en tout cas, le rendu est plutôt simple. J'évite. Bon, allez, dans la série, c'est le turfu. Dans la série, tout se plie, même les PC portables, voilà. Lenovo a présenté un prototype annoncé. Ouais, non, c'est pas dans un ThinkPad X1, donc leur gamme portable plutôt de gamme, qui serait pliable. Voilà, donc prévu pour 2020 à peu près. Sachant que c'est une annonce à prendre avec des pincettes, hein. Pour l'instant c'est plus un proto, c'est un 13,3 pouces avec un écran 1440p, format 4 tiers, voilà. Voilà, donc utilisable en format livre comme celui-là, donc ça tourne sous Windows 10. Il y a un prototype existant que certains de la presse américaine ont pu prendre en main. Voilà. Donc utilisable comme ça, tu vois, donc en mode tablette graphique, mais un peu plié. Là, pourquoi plier? Ça n'a aucun intérêt, là, on est bien d'accord. Là, posé, bien sûr, aussi, parce que du coup, t'es relevé, mais oui, enfin, comment tu fais? Là, en mode portrait, replié. Ça fait bizarre pour un bureau, tu vois, t'as ton bureau Windows comme ça fait bizarre. Non, après, si t'as le clavier virtuel, c'est pas mal. Tu peux utiliser le bas pour un clavier, mais du coup, t'as pas tout en clavier. Du coup, t'as ton document Word qui est à moitié plié. C'est pas très grave, ça. Moi, ça me dérange pas trop, ça. Par contre, taper sur un clavier comme ça... Ouais, je le fais, moi, sur mon iPad. Oui, mais je veux dire, t'as fait le choix de prendre une tablette. Là, en fait, t'as le pire des deux mondes. C'est-à-dire que t'es en tactile partout, mais t'as l'encombrement d'un PC portable sans avoir les avantages d'un vrai clavier mécanique. Enfin, c'est 13,3 pouces, le mien il fait 13 pouces. L'encombrement doit pas être très très loin quand même. Fais voir si on le plie, c'est passe quoi? Non. On plie pas l'iPad. Voilà, donc on sait pas trop comment ça va se passer en... Et déplié aussi, il est pas mal. Si ça part en production, ouais, tout à fait. Voilà, donc ils l'ont mis à côté d'un Galaxy Fold, c'est marrant. Déplié, c'est pas mal, donc on est... C'est un Fold? Bah oui. Mais... Ah oui, si je voyais pas l'encoche. Mais c'est bon, je la vois. Oui, qui se replie à l'intérieur. Oui. Il aurait pu être un autre proto. Mais... Un proto de chez eux, non, ils en ont pas parlé. Voilà. Donc voilà, format déplié, on est vraiment sur une tablette type iPad. Ouais, d'ailleurs, ils l'ont pas montré, mais normalement, il y a une caméra qui est située sur l'un des côtés, en fait. En haut. Oui, c'est vrai. Sur un des côtés, là, il y est pas sur celle-là. Tout à fait. Sur les images de rendu, en tout cas, il y était. Voilà, alors on peut se poser toutes les questions qui vont avec ce genre d'appareil qu'on connaît maintenant, qu'on a vu les premiers protos qui sont sortis. La robustesse, c'est quoi? L'intérêt de ça par rapport à une tablette ou par rapport à un PC, notamment par rapport à l'usage du clavier. Ouais, mais Lenovo, et notamment la marque ThinkPad, c'était
Ouais, alors, ok. Yoga. Les yoga faisaient déjà l'écran, etc. Mais les ThinkPad, c'était connu pour des PC portables pour les pros, hyper robustes. Avec un clitoris. Avec, exactement, j'allais le dire, le petit clito rouge qui va dessus, c'était la marque de fabrique. Et c'était connu pour leur robustesse et tout ça. Là, ils sont vraiment à l'opposé de ça. Donc, ThinkPad, ça fait bizarre au niveau de du choix de la marque. La durée de vie, effectivement, du mécanisme derrière, tout ça qui va avec. Bon, l'intérêt, c'est surtout une vitrine pour eux, pour dire nous aussi, on sait le faire, regardez, c'est joli. C'est pas mal l'utiliser comme ça. En format livre, sauf que bon, il aurait fallu que la page soit dans le bon sens. Avec le navigateur. Mais voilà, si tu mets deux navigateurs l'un à côté de l'autre, tu peux, ou une liseuse avec 2 pages, tu passes à la page suivante pour un magazine ou un autre truc. Le form factor est pas déconnant. Je pense encore une fois que l'OS est pas prévu encore pour ça. Ça va être un peu comme les premières tablettes Windows 10, Windows 8 même, tu sais, qui étaient sorties. L'OS était à moitié pas prévu pour ça. Bon allez, le patch de la mort. Le patch de la mort, on va faire vite, oui. Il y a eu le patch Tuesday qui est passé, et il y a eu un patch pour Windows XP. Ah, c'est marrant, dis donc, Windows XP était déjà mort depuis bien longtemps. Eh ben non, il y a eu en fait une nouvelle vague d'attaques qui a été diffusée. Il y a déjà eu en fait un premier patch il y a très longtemps autour de l'attaque de type WannaCry, et Microsoft s'est dit non, WannaCry, vous vous rappelez, c'est ce ransomware là qui cryptait, qui chiffrait vos données. Là, cette semaine. Qui chiffrait vos données et qui vous demandait un distributeur de carburant dans la Creuse, voilà, c'est ça. Voilà, donc ils ont considéré que c'était tellement critique qu'il valait mieux diffuser quand même un patch et ils ont développé ça. Sachant que Windows XP, du coup, l'information qui est intéressante que j'ai retenue, c'est qu'il y a quand même encore 2,46% du parc informatique Windows qui tourne encore sur XP. C'est quand même assez impressionnant. Allez. Voilà. Allez, 2 petites news pour finir. Framasoft, qui est une plateforme qui développe et promeut beaucoup de services autour du logiciel libre, a lancé une initiative autour d'un projet qui s'appelle Mobilisons, qui est en gros une plateforme... Ah, j'ai pas toutes les images qui sont passées, shit. Moi j'en ai 2. Ouais, j'en ai mis plus que ça. Qui est en gros un outil pour sortir, alors ils vendent vraiment comme ça, sortons des événements de Facebook. C'est en gros une alternative à toutes ces plateformes de gestion d'événements et pour participer à des événements. Donc d'un côté organisateur et d'un côté participant, donc vous allez retrouver les meet-up, les Eventbrite ou les événements Facebook. Ils décident eux de se dire plutôt que tourner, si vous êtes une organisation à but non lucratif, une asso, etc., plutôt que vous tournez vers ces grandes enseignes qui vont chercher à faire eux du bénéfice sur ça, mais utiliser une plateforme plutôt libre, logiciel, et on va en développer une pour vous. Et voilà, donc vous avez du coup donc il y a des maquettes en fait sur leur site, donc vous allez voir ça sur Mobilisons. On retrouve vraiment une interface qui est proche de ce qu'on va retrouver sur Meetup ou Eventbrite. On est plus proche de ça. Il y a Corben qui participe. Ouais. Je le vois en photo là au milieu. C'est vrai? Ouais. Là, au milieu, ah oui, en bas au milieu, exactement. Ah, bien vu, carrément bien vu. Ouais. L'œil phare, voilà. Mobilisons, joinmobilisons.org. Merci, Nico Copie dans la chatroom. Ah, j'essaierai bien ça. Et bien carrément, moi je trouve ça aussi intéressant, l'initiative vraiment intéressante. Donc vous avez la page. Voilà, c'est celle-là. Du coup, c'est la page pour le financement qui a sauté. Donc ça, c'est un exemple de page en fait d'événement, voilà, avec tu vas propre, retrouver. Ouais, franchement c'est propre. Il y a une vidéo, vous allez voir le déroulement. C'est simple, clair, mais c'est largement suffisant pour organiser tous ces événements. Et voilà, donc ils sont en financement participatif, ils ont ouvert la campagne. Ça peut être intéressant d'aller les soutenir. Voilà, pour une asso, c'est vraiment intéressant. Allez, et dernière news. Dernière news également, donc Google Trips, qui est un nouveau service proposé par Google. Encore une fois, ils travaillent vraiment à trouver du sens à leur service et à agréger un petit peu... Qui va fermer dans un an, ne vous inquiétez pas. Mais non, franchement, je pense pas. Celui-là, je pense vraiment pas parce que ok, vous avez entendu. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. Oui. Christophe dit, je ne pense pas que ce service va fermer. Dans un an. Vous notez? Dans 2 peut-être. Rendez-vous dans un an. Ouais. Merci Mickaël du 10 pour le sub. Mickaël du 10. Pourquoi je pense que ça va pas fermer? Parce qu'en fait, c'est une évolution des services qu'ils ont déjà. Donc c'est quelque chose qu'ils ont, déjà testé et ils passent à la version 2 quelque part. Le petit sourire en coin qui dit ouais, c'est ça. Ouais. Alors, vous avez déjà des services autour de Google pour l'organisation de tous ces voyages-là. Donc, vous avez Google Flights qui gère la réservation de vos vols. Vous avez la partie hôtel aussi pour réserver vos hôtels et tout le reste des services qu'on pourra retrouver sur Gmail, sur Maps et tout ça. Ils ont agrégé tout ça autour de Google Trips. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans cette plateforme-là, dans ce service-là? C'est 2 choses principalement. C'est planifier à l'avance votre voyage et l'organiser. Et après, ça va être suivre tout ce voyage-là quand vous serez du coup en voyage sur place. Ces 2 services peuvent être gérés, ces 2 usages peuvent être gérés séparément au sein du service, donc on n'est pas obligé d'utiliser le Google Flights pour organiser son voyage si on veut le suivre derrière.
D'accord. Et comment ça va se faire en fait? La partie planification, bah, en gros, tu vas pouvoir dire à partir d'une destination, tu vas dire je veux partir au Japon, il va te dire bah, voilà tous les avions disponibles, les vols, telle période, etc. Tu vas pouvoir suivre les tarifs des vols et te dire bah, je veux une alerte si le vol dans telle période va descendre tout tel tarif, etc. Tu vas pouvoir planifier du coup ton transport, réserver tes billets d'avion, etc., l'hôtel, et organiser un guide de voyage, te dire bah, je veux passer à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il va te faire des propositions de choses à visiter en fonction de tes intérêts et tout ça. Et il va même te mettre en avant éventuellement des packages complets. Donc là, on n'est plus sur un tour opérateur quelque part avec des services qui vont pouvoir éventuellement te vendre. Évidemment, ça va être financé derrière avec des tours opérateurs, je pense. Mais des packages complets pour ceux qui veulent en fait avoir des voyages tout organisés. Ça, c'est pour la partie planification. La partie suivi, en fait, ils vont intervenir dans un deuxième temps pour agréger en fait toutes tes réservations et te calculer, te notifier déjà tes vols, tout ça, calculer les itinéraires pour te rendre à ton hôtel et tout ça, te proposer ça, donc dans Maps et tout ça, te donner tes codes de confirmation automatiquement par rapport à une réserve Airbnb, voilà, par exemple, et ou te notifier de la météo dans le lieu où tu vas aller derrière. Tous ces services-là, en fait, on les a un petit peu partout déjà éparpillés en fait dans les services Google. On va avoir la récupération des billets d'avion ou de train dans tes mails de Gmail, tu l'as déjà. Pardon. La réservation des vols, tu l'as dans Google Flights. Les tours opérateurs, tu l'as aussi déjà. Tous ces trucs-là, en fait, on les retrouve, sauf qu'ils l'ont vraiment agrégé et mis en musique autour d'un service dédié à l'organisation et la planification de ton voyage. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Et c'est pour ça que je pense que ça va pas fermer demain. Okay. Voilà, donc vous avez une page, google.com/trips, voilà, avec explorer, gérer vos vols, vos avions, vos réservations d'hôtel et vos packages avec la recherche. Une appli, une intégration effectivement dans la partie, voilà, je l'ai téléchargé. Dans la partie mobile, voilà, qui est, je vais à New York. Également plutôt bien faite, voilà. Quand? Voilà, tu fais ta période et tout ça. Voilà. C'est jamais très pratique d'organiser des voyages comme ça, surtout à l'étranger. Et du coup, ça permet en fait de faciliter tout ça et puis de le suivre et de le faire sur la durée et d'agréger en fait tous tes travaux d'organisation. Parce que souvent, tu passes par plusieurs plateformes. Tu vois, tu auras Airbnb d'un côté, tu vas voir Booking ou Hotel.com d'un autre côté, les voitures de loc et tout ça. Et du coup, ils veulent se mettre en agrégateur de tout ça, de ton voyage au sens plus général. C'est hyper malin et je pense que ça peut être intéressant. Peut-être que je le testerai sur un prochain voyage qu'on fera peut-être pour des vacances. Voilà, on a terminé pour les actus de cette semaine. C'est beau, c'est magnifique. T'es déjà en train d'organiser ton voyage. Ouais, bon, hein. Alors on part où, Cédric? Là, je m'en vais à Marseille, moi. Ah. Se déplacer, info pratique, manger, boire. C'est très important, manger, boire. Exactement. Spécialité locale. Voilà. La bouillabaisse. Ouais. T'expliques tout. Non, c'est vachement bien fait. La daube. Voilà. Vie nocturne. En raison de la douceur du climat, les bars nocturnes de Marseille se prolongent souvent sur les trottoirs. C'est vivant. Exactement. Ah, très bien. Merci Nico Poppy pour ce rappel. On a annoncé effectivement la possibilité de faire une IRL, donc un rendez-vous avec nous directement sur Bordeaux le 24 août. Donc si cela vous intéresse, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Sinon je vous le dis oralement, c'est sur bit.ly, IRL 2019 Renegade. Tout en majuscule. Tout en majuscule, oui, parce que la casse compte sur bit.ly. Inscrivez-vous, ça va nous permettre de savoir combien on sera pour réserver, du coup, pour organiser ça en fonction du nombre de personnes, la salle, si on prend une salle ou pas, si on le fait ici directement dans le studio, comment on organise la bouffe, etc. Allez-y déjà pour avoir un premier niveau d'indication. Hydreliox au Maroc en plein mois d'août. Le mec il est fou, il veut mourir en fait. Les températures. On a fait l'IRL au Maroc? Non, ça marche pas. Allez. Voilà, donc allez-y, on vous communiquera ça plus régulièrement, mais on a une deadline à la fin du mois de mai, on a fixé ça pour avoir un premier ordre de grandeur du nombre de personnes. Voilà. C'est surtout pour réserver et organiser réserver la le salle et tout ça. Exactement. Bon, merci à tous. Pour nous rejoindre, c'est sur Twitter, pour nous suivre. Chris Kamikas pour moi, c'est là. Cédric Bonnet pour toi, pour moi, ouais. Tout attaché. C'est ça. Si vous souhaitez nous soutenir afin qu'on produise, si ce contenu vous a plu, si vous voulez qu'on en fasse toujours plus et qu'on continue à s'organiser de nouvelles émissions, de nouveaux concepts, merci de nous soutenir sur tipeee.com/stdrenegade. Parmi les projets d'organisation du studio actuellement, on a quoi? On a le renouvellement du PC de la régie, on va racheter demain, je passe du matos, carte mère, processeur, tout ça, afin de stabiliser un petit peu tout ça. RAM, voilà. Alim. Ah, c'était la discussion que j'avais tout à l'heure avec Hugues, est-ce qu'on change la lime ou pas machin, ouais, il m'a dit ouais la lime change, c'est bon, elle est toujours bonne. Je lui avais dit non, je vais la changer parce que la carte mère
est une modulaire et je suis pas certain qu'on ait tout ce qu'il faut dans la lime actuelle. Surtout qu'on va passer sur un Core i7 8700. Donc ça va tirer un peu plus Donc dessus. ça va tirer un peu plus. Ouais, Ventirad aussi, oui, c'est vrai. Oui, le Ventirad aussi avec. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de stabilité, notamment autour de l'ensemble des périphériques USB qui sont branchés dessus, puisqu'on a tout passé en USB, il y en a beaucoup. Mais là, il y a 2 ports USB 3 différents, enfin 2 bus USB 3 différents et un bus USB 2 à part aussi. Donc du coup, on devrait être à l'aise. USB 2 pour ici, USB 3 pour là, et c'est bon. Ouais, les caméras en USB 3 et les petits périphériques en USB 2, ça va être plutôt pas mal. Surtout que chaque caméra aura son bus USB du coup. C'est ce qui nous manque actuellement. Parce Ça, on a du mal à avoir la stabilité sur 2 caméras, sachant qu'en plus on a des rallonges USB 3 pour faire le tour, donc on a un peu de perte et tout ça. Donc, voilà. On espère que ça va être beaucoup mieux là-dessus. Voilà, et après si vous voulez suivre l'ensemble de ce qu'on produit, ça se passe sur studiorenegade.fr, c'est ça. L'ensemble des émissions, vous allez retrouver toutes les émissions et tous les streams qu'on fait. Prochain stream, ça va être demain matin, je crois. Ouais. On n'a pas ce soir encore, donc c'est demain matin. C'est la matinale, voilà, à partir de 8h, avec monsieur qui est là. Avec moi, oui c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est bon? Ouais, je suis en train de déplacer un événement, je sais pas ce que j'ai fait. Il a tout cassé, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Merci à tous. Merveilleux. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao.